Dans un monde où le succès et le renom d'une femme dépendent moins de sa beauté que de son élégance, Madame de était avec beaucoup de grâce la plus élégante des femmes. Dans un monde où le succès et le renom d'une femme dépendent moins de sa beauté que de son élégance, Madame de était avec beaucoup de grâce la plus élégante des femmes. Elle donnait le ton à toute une société et comme les hommes la disaient inimitable, les femmes réfléchies s'efforçaient de la copier, de s'apparenter à elle par un peu de ressemblance qui leur rapportait l'écho des compliments qu'on ne cessait de lui adresser. Monsieur II avait une belle fortune, il était fier de sa femme et il ne lui refusait rien. Jamais il ne lui posait de questions au sujet de ses dépenses, elle n'avait aucune raison de craindre ses reproches, et pourtant, par une sorte de faiblesse teintée de vantardise commune à bien des gens, elle ne pouvait s'empêcher, quand il admirait un objet qu'elle venait d'acheter ou une robe qu'elle portait pour la première fois, de diminuer de moitié le prix qu'on lui en avait demandé. Madame II cachait ainsi à Monsieur II le montant des factures qu'elle s'engageait à payer. Après quelques années de ce jeu, elle fut mise en face de grandes dettes qui lui causèrent d'abord du souci, puis de l'angoisse et enfin du désespoir. Elle osa d'autant moins en parler à son mari qu'elle lui mentait depuis longtemps et qu'il avait toujours été fort généreux envers elle. Ne voulant perdre ni le prestige qu'elle avait à ses yeux, ni la confiance dont il la croyait digne, elle estima que seule la vente d'un bijou pourrait mettre un terme à la situation. Elle ouvrit ses coffrets et, trouvant imprudent de se défaire d'un bijou de famille ou d'une quantité de bijoux de moindre valeur dont la disparition serait inexplicable, elle décida de vendre une paire de boucles d'oreilles faites de beaux diamants taillés en forme de cœur. C'était un superbe cadeau qu'elle avait reçu de Monsieur II au lendemain de leur mariage. Elle se rendit chez le bijoutier, homme de confiance, ami et joaillier des meilleures familles. Je suis sûre, cher monsieur, que ma démarche va vous paraître extravagante. J'en serais bien étonné, madame. Voilà, j'ai décidé de me défaire de bijoux. C'est de corps de diamant que vous avez, je crois, rendu à monsieur II au lendemain de notre mariage. C'est exact, madame. Croyez bien que votre décision me navre pour vous. Il me réjouit dans un certain sens. C'était un bijou admirable. Je ne m'en étais défait que tristement. J'en ai au moins de joie de vous faire plaisir ce matin. Je ne vous en demande pas la valeur, monsieur II ne me pardonnerait pas de l'avoir apprise.
décision est-elle vraiment irrévocable, madame? J'avoue que je ne puis me faire à l'idée. Vous vous y ferez, monsieur, je m'y suis bien faite. C'est défaire de se connaître et navrant, et cela doit vous arriver plus souvent qu'à moi. C'est mon métier, madame. Je ne vous fais pas, bien entendu, l'injure de vous demander le secret. Madame, nous autres bijoutiers de famille, nous sommes un peu aussi des confesseurs. Merci, monsieur, de ce côté-là je suis pourvu. Je vous demande simplement de ne pas dire que je me suis défaite de ce bijou. Je voulais dire, je croyais pouvoir me permettre, pardonnez ce que ma question a d'abrupte. Que direz-vous, madame, à monsieur de... Je lui dirai que j'ai perdu ce bijou. Ce sera d'ailleurs à peine un mensonge. Ce n'est pas un reproche posté, monsieur, mais les faits noirs de notre livre. Madame, Veillez-vous bien à ne pas les voir. madame. Les fermoirs tenaient bien. Le bijoutier en conclut que Monsieur II avait de secrètes difficultés d'argent, qu'il avait préféré envoyer sa femme, et il se félicita du tact exquis qu'il avait marqué en feignant de ne pas le deviner. Madame II paya ses dettes et sa beauté s'en accrut. Une semaine plus tard, pendant un bal, Mes chers amis, je suis presque sûr que vous n'en portiez pas. Si, je les avais, si, je les avais. Les boucles d'oreilles, mais je les ai perdus. Ils sont tombés, mouillés, mouillés. Oh, je suis trop triste. Vous ne portiez pas de boucle d'oreille ce soir. J'en suis absolument certain. Je l'ai remarqué quand nous sommes sortis. Mais comme nous étions déjà en retard, je me suis gardé de vous le dire. Oh, votre père, comme toujours, je ne l'ai pas aimé. Encore les cœurs les plus ignorantes. J'ai pris mes corps. Alors vous avez dû les laisser sur votre coiffeuse, où vous n'êtes ni dans le
consternation, de gêne, de doute s'appesantit sur l'assistance. Plus personne n'osa danser, l'orchestre se tut et la soirée prit fin. Le lendemain, des articles dans les gazettes du matin commentaient l'incident de la veille en laissant entendre qu'il s'agissait d'un vol. Et le bijoutier, très embarrassé, décida d'aller voir Monsieur II, qui le reçut aussitôt. Bonjour, monsieur, quel bon vent vous amène. Sans doute, venez-vous me tenter. Non, cher monsieur, je le regrette, mais hélas, ce n'est pas cela. Je vous avoue que je n'ai été de ma vie aussi contrarié qu'aujourd'hui. Et, avant de vous importuner, de vous blesser peut-être, je dois faire appel à votre discrétion. Diable, monsieur, un secret entre nous, un secret et un cas de conscience, monsieur. Je serai donc discret, je vous le promets, je vous écoute. Monsieur, j'ai reçu hier la visite de Madame de... Une réparation. Hélas! Un achat, ne m'assassinez pas, je suis toujours un peu faible le matin. Une vente, monsieur, Madame de... est venue m'apporter ces 2 cœurs de diamant, disant qu'elle voulait s'en défaire. J'ai pensé vous rendre service à tous les deux. Nous avons tous nos échéances. D'autre part, j'ai tenu à marquer à Madame de qui me demandait le secret que je feignais de penser que vous en étiez exclu avec juste assez, non pas d'ironie, je me ne serais pas permis, mais de légèreté dans le ton, pour qu'elle sache que je savais fort bien, qu'elle savait que je savais. C'était galant, monsieur, mais peut-être un peu embrouillé, imprudent en tout cas. C'est ce que j'ai pensé ce matin, avec un certain embarras, quand j'ai lu dans les gazettes qu'on soupçonnait ce bijou d'avoir été volé. La conclusion morale de cette petite histoire nous montre qu'il n'y a pas d'abord autant de voleurs qu'on veut bien le dire, ce dont nous devons nous réjouir tous. Et quant à sa conclusion pratique, elle me paraît tout aussi réjouissante. Pour vous, tout au moins, je vais vous racheter ce bijou. Croyez que je suis désolé, monsieur, de vous le vendre pour la 2e fois. Ne vous excusez pas, je suis enchanté pour ma part de l'avoir retrouvé. Je pense que le prix en est resté le même. Oh, monsieur! Bien qu'il fût triste d'apprendre que sa femme lui mentait depuis longtemps, qu'elle lui cachait ses dettes,
et faisait ainsi du tort à son crédit et à sa réputation, bien qu'il fût révolté par le cynisme du mensonge qu'elle lui avait fait la veille au bal et par l'impudence de ses airs de victime, Monsieur II ne montra rien des sentiments qui l'occupaient. Le soir même, au cours d'un petit dîner tendre où il avait convié sa maîtresse, une belle Argentine qu'il commençait à désaimer et qui s'embarquait le lendemain même vers l'Amérique du Sud, Monsieur II, pensant assez justement que sa femme, en vendant ses cœurs de diamant, lui avait prouvé qu'elle ne tenait guère à ce bijou, trouva opportun, élégant et en somme assez commode d'en faire cadeau à cette belle jeune femme, comme pour la remercier de s'en aller, avant de l'avoir contraint à l'ennui d'une rupture. Pendant ce dernier dîner, ne pensons qu'à nous, pensons qu'il est le premier de nos rendez-vous. Ce temps-là n'est pas passé, il est à nous deux. Nous pouvons nous embrasser comme au temps heureux. Soyons gai et bon nous vient, oublions l'oubli. Ce soir tout nous appartient, même notre lit. Oh non, gentil, je rêve dans les paroles. C'est vous que je rêve, vous seul absent. Quand vous me parlez ainsi, je crains mes regrets. J'en écarte le souci, j'aime nos secrets. Quand vous me parlez ainsi, je crains mes regrets. J'en écarte le souci, j'aime nos secrets. En souvenir des moments souvent amoureux, acceptez de votre amant de larmes d'adieu. Les deux cœurs de diamant de Madame II s'en allèrent ainsi de l'autre côté de l'Atlantique, vers un nouveau destin. Pendant ce temps, Monsieur II essayait d'avoir non pas une explication franche, qu'il aurait maintenant aussi embarrassé qu'elle, mais au moins d'essayer de mettre un point qu'il croyait final à cette histoire. Je vais me mettre à penser des choses. Vous avez quelque chose à me faire parler, mon ami. Voilà une idée étrange. J'aime beaucoup prendre le thé avec vous. Vous le savez, vous êtes une des rares femmes de ma connaissance qui le croyait bien. Certaines ont l'air de se nourrir, ce qui est odieux. D'autres accomplissent un rite, ce qui est agaçant. Vous seul avez l'air de prendre un plaisir. Vous êtes bien bon, essayez, j'attends le thé. Je sonne pour vous demander une place. Même si j'ai le thé pendant l'heure, je n'aime que vous le voir prendre. Je voulais vous reparler de nos malheureux cœurs. De
de diamants. Ah, bon. Ne trouvez-vous pas qu'on a donné trop d'importance à un incident, certes très regrettable, mais qui n'intéresse que nous? Je suis bien de votre avis. Je trouve tout cela très indiscret. Vous ne soupçonnez précisément personne. Non, bien sûr. Et voyez-vous, plus j'ai considéré les choses, et je suis prête à donner raison. Je dirais dans ces cas, j'ai des oreilles. Je devais tenir dans ma main pour le mettre dans la voiture, et puis je n'y ai plus pensé pour ne pas rien laisser faire. J'ai la fait d'écouter toujours attentivement lorsque vous me parlez. Les boucles ont dû tomber lorsque j'ai mis les gants, ou bien les laissés sont accrochés au châle de dentelle, et elles ont roulé à terre. Quoi qu'il en soit, tout est de ma Pardon, Pardon, répétez encore. pardon, pardon. Quel plaisir trouvez-vous à me faire dire ce mot? Eh bien, si vous ne soupçonnez personne, faites taire les bavards, faites cesser les recherches puis ces sottes rumeurs de vol. Je ne demande pas mieux, mais comment? Vous êtes certaine d'avoir perdu ce bijou? Oui, sans doute. Eh bien, vous allez déclarer que vous l'avez retrouvé. Voilà tout. Je n'y avais pas pensé. On ne pense jamais à ce qui est simple. Faites mieux si j'ai un conseil à vous donner. Allez tout de suite annoncer cette bonne nouvelle à nos hôtes et vous excuser. Vous avez raison, je suis impardonnable. J'irai tout de suite. Et ce sera un mensonge. Bon, ma chère, au point où nous en sommes. Vous voyez, je n'aime pas le thé, mais j'adore celui de votre tasse. Et savoir ce que je pense. Quelle idée, je le sais.
Monsieur II n'aimait pas le thé et il ne savait pas ce que sa femme pensait. Il se sentait pourtant assez satisfait de lui-même, son cigare était excellent et il croyait avoir réglé le plus intelligemment possible cette irritante affaire des cœurs. Or, elle n'était pas réglée, loin de là. La belle Argentine, qui se prenait parfois à le regretter, quoiqu'elle ne l'eût jamais aimé, mit assez le temps dans son pays à trouver un autre homme qui eut les qualités légères et la fortune solide de Monsieur II. S'ennuyant, elle joua, jouant, elle gagna d'abord, ce qui a toujours été le moyen le plus sûr de perdre à la roulette, et perdit. Un jour, désargentée, elle vendit les cœurs qui ne restèrent qu'une heure à la vitrine du premier bijoutier de Buenos Aires. L'ambassadeur d'un pays voisin de la France, qui venait d'être nommé à Paris, homme artiste et fort riche, les vit sans toca, les acheta avant de s'embarquer pour l'Europe et le hasard, ou quelque dieu malin, trouvant la chose drôle, un mois plus tard, au dîner qu'un de ses collègues donnait en son honneur, le plaça à table à côté de Madame II. Le dîner fut brillant. Madame II avait beaucoup d'esprit ce soir-là. L'ambassadeur l'admira. Il était venu à ce dîner comme à une corvée. Il s'aperçut qu'il ne s'ennuyait pas. Mieux, comme elle savait aussi émouvoir, il s'éprit d'elle et le montra. Madame II n'était pas insensible. Elle ressentait violemment le plaisir de plaire. L'ambassadeur, dès ce premier soir, lui en donna l'occasion et toucha sa vanité. Appartenant l'un et l'autre à la même coterie, dans la même société, ils eurent d'incessantes occasions de se revoir à des dîners, à des bals ou à des réceptions, et chaque fois qu'ils se retrouvaient, mais sans jamais offenser les convenances, en prolongeant d'une minute la durée de leurs apartés, ils se mettaient à l'écart et l'on aurait dit alors qu'ils avaient quelque chose d'important et d'urgent à se confier. Bien entendu, après quelques semaines de ces visites assidues, dont Monsieur II eut le bon esprit de ne pas prendre ombrage car il savait Madame II fidèle, ils finirent par se le confier.